glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pour une poignée de review, le podcast à review thématique. Le 15 mai 1988, la chaîne américaine HBO diffuse pour la toute première fois The Storyteller, mini-série en 9 épisodes de 25 minutes environ chacun, appelée en France Monstres et Merveilles. La série sera diffusée d'ailleurs sur France 2, France 3, Canal J, CinéFX, voilà toutes les chaînes. Et c'est fin février 2019 que Neil Gaiman annonce qu'il sera à la direction du reboot de la série. Neil Gaiman, créateur notamment de Sandman, la série de comics que j'aime par-dessus tout au monde, qui est ma série de comics favorite, et dont on a eu l'annonce aujourd'hui officielle. Alors il y avait on savait que la série allait se faire, mais elle est tombée officiellement aujourd'hui, l'annonce, qui sera produite par la Warner et Netflix. Donc on en parlait avant l'émission, mais on sait très bien que voilà, donc Sandman n'aura que 3 saisons. Bref. L'occasion pour nous, cette annonce de février 2019 du reboot de Monstres et Merveilles, l'occasion pour nous de nous replonger dans cette monstrueusement merveilleuse série avec l'inébranlable... Ah, sur les notes, j'ai marqué l'imbranlable. Ça commence bien. Le correcteur automatique. L'inébranlable. Thierry, comment ça va ? Ça va bien, ouais, ça va bien. Tu me fais rire d'entrée, donc c'est cool. On va commencer de bonne humeur. Tu sais, d'habitude, je prévois une intro à la con. Là, j'avais pas prévu d'intro à la con, mais vu que je suis un con, je fais des fails. Je t'avais pas prévenu, mais j'aimerais faire juste une petite geekerie rapide. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous présenter, un film, une série ? Ouais. Dans la semaine, je suis tombé sur un PDF d'un vieux numéro hors série de Casus Belli qui est sorti en avril 1992, au millénaire dernier. Pardon, je m'emporte. Un hors série donc sur le jeu de rôle en grandeur nature. Avec c'est très complet, il y a plein de photos d'illustrations, des photos de GN quoi. Il y a plein de trucs, il y a tout un tas de conseils sur l'organisation de GN. Il y a des tutos pour fabriquer les armes de GN. Il y a des tutos, il y a des patrons pour coudre des vêtements. Il y a des témoignages de personnes qui en font, etc. Et c'est génial parce que quand tu vas sur des GN, t'as toujours des vieux GNistes, mais alors tu sais jamais si comment tu vois qu'ils sont vieux et qu'ils sont GNistes, mais tu sais pas s'ils ont commencé récemment ou s'ils ont commencé il y a 20 ans quoi, ou 30 ans ou 40 ans, et donc bon des fois t'en as qui ont des anecdotes un peu bizarres, et tu te demandes s'ils se foutent de ta gueule ou si c'est vrai, mais et c'est rigolo du coup d'avoir une source, comment dire, papier qui parle de tout ça. Historique, ouais. Ouais, historique, on va pas non plus abuser, c'était il y a 30 ans, mais voilà, c'est marrant parce que bon, moi c'est un loisir que j'ai découvert il y a 6 ans, un truc comme ça. Donc pour moi c'est récent, dans ma tête c'est un truc récent, mais en fait ça l'est pas du tout, ça date des années 80. Mais même si je le sais, c'est en voyant ce genre de choses que j'arrive à le percevoir vraiment quoi. Et c'est génial parce que c'était déjà hyper développé. Il y avait le Minitel, donc tu avais des sites Minitel qui servaient d'annuaire de GN où les associations mettaient les dates à laquelle ils faisaient leurs trucs. Et puis après le reste ça passait par courrier. Maintenant actuellement on a des calendriers en ligne sur internet. Là c'est des calendriers en ligne sur Minitel. Et puis actuellement on communique par email après les inscriptions, et là ils communiquaient par courrier, donc il fallait qu'ils galèrent à faire des lettres et tout pour les trucs. C'est super marrant de voir comment ça marchait, mais au final c'était pareil, on voit les photos, ils avaient des aussi beaux costumes que maintenant, des aussi belles armes que maintenant. Le loisir a pas tant évolué que ça en fait en 30 ans.
Et c'est vraiment très. Alors, par contre, au niveau sécurité, c'était pas tout à fait les mêmes normes comme maintenant. Il y a notamment une photo où on voit un mage qui, en guise de baguette magique, utilise un feu d'artifice qui balance à l'horizontale sur une petite troupe d'ennemis. Bon, je pense qu'après avoir foutu le feu 3 ou 4 fois, ils ont décidé d'arrêter. Mais il y a des trucs un peu marrants comme ça. Mais bon, là même dans le magazine, il disait que c'était quand même pas une bonne idée. Mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui le faisaient. Et c'est rigolo parce que t'avais des formes de GN qui ont pratiquement disparu maintenant, notamment ce qu'ils appellent, parce que du coup ils présentent les deux grands types de GN. Euh, ouais, et en fait, donc l'un de ces deux grands types, c'est le GN séquentiel. C'est-à-dire que au lieu d'avoir tout le monde qui est au même endroit et une intrigue qui se passe en parallèle pour tout le monde, ben, c'est des groupes de 4 à 10 personnes qui vont progresser sur un chemin prédéterminé et où il va y avoir à différents endroits du lieu des personnages non joueurs qui vont interagir, ils vont tomber sur des monstres, sur des personnages qui leur font des énigmes, etc. Et comme du porte-monstre trésor à Donjons et Dragons, quoi. Et donc ils font partir plusieurs groupes les uns après les autres avec assez d'intervalle pour pas qu'ils se croisent. Et ça, à ma connaissance, ça a complètement disparu ce type de GN. Aujourd'hui, il n'y a plus de GN séquentiel, ou en tout cas c'est. Et à l'époque, apparemment, il y avait les deux qui se faisaient. C'est rigolo parce qu'il y en a un qui s'est retrouvé favorisé par rapport à l'autre. Et enfin voilà, La il y a sélection plein de choses naturelle. intéressantes dedans. Bah peut-être, ou c'était peut-être moins intéressant, j'en sais rien. Ça a l'air rigolo, hein, mais bon, c'est sûr que bah, moi j'ai jamais testé, donc je pourrais pas juger de si c'est bien ou pas. Mais bon, je sais que les tels qu'ils sont faits actuellement, ils me plaisent, mais voilà. Et voilà, donc c'est assez marrant. C'est assez marrant. Il y a un podcast que je n'ai jamais écouté, mais ils en parlent souvent dans la cellule, qui s'appelle Théorie GN ou GN. Ah mince. Ah, je sais plus. Ah, j'ai perdu le nom. GN quelque chose qui parle de, bah, de GN. Et apparemment, c'est très intéressant, mais je m'intéresse pas trop au format, du coup, je j'ai jamais vraiment écouté. J'avais une question. Est-ce que tu as essayé les nouveaux GN nordiques, là, genre Freeform, très, très, je sais pas comment dire ça, mais très terre à terre, très ancré dans le présent, où on joue des personnages qui se retrouvent, genre Serpent de cendre. Non, j'ai jamais eu l'occasion. J'ai jamais eu l'occasion. Ouais, très très axé sur l'émotionnel, non, Oui, avec après ça très dépend peu du de format. règles. Oui, oui. Ouais, mais non, j'ai jamais eu l'occasion. Si j'ai l'occasion, peut-être que je testerai, mais Ok. voilà. Non, c'était juste une question comme ça. XP demande dans le chat c'est quoi la cellule. La cellule, c'est un podcast qui parle de JDR, de jeux de rôle, et qui fait pas mal de théories dessus. C'est-à-dire que ben, les créateurs et créatrices, Romaric Briand et Flavie Garnier, sont des genres. Alors, Romaric Briand, c'est un créateur de jeux de rôle, mais philosophe. Il a fait des études de philosophie, on le considère comme philosophe parce qu'il a fait des ouvrages d'essai. Et Flavie, c'est son épouse qui a fait des études de philosophie également, mais qui est prof d'école, je sais pas. Et en fait, il s'entoure de beaucoup de personnes, genre il y a des sociologues qui viennent, il y a des mathématiciens, des personnes comme ça. Beaucoup de professeurs par contre, mais dans différentes options, et qui discutent de jeux de rôle et de théories autour du jeu de rôle. Alors on les a souvent accusés de branler du manche, de trop théoriser les choses, mais je trouve leur podcast très 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 intéressant. Et c'est ben avec les podcasts de Jean-Michel Abrassard, il y avait trois trucs que j'ai commencé à écouter. C'était Scepticisme scientifique, Club JDR et La Cellule. Et La Cellule, c'est un excellent podcast que j'aime énormément écouter. Est-ce que tu as d'autres choses Pardon.
Pour te répondre, ouais, c'est un sujet qui est de toute façon qui est très riche d'un point de vue universitaire, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. C'est un terrain qui est pas encore trop défriché, même si ça a commencé il y a longtemps, les études universitaires liées aux jeux de rôle en grandeur nature. Mais parce que c'est un terrain d'expérimentation aux possibilités infinies, quoi. Et d'autre part, c'est parce que il y a aussi que c'est unique d'un point de vue anthropologique, sociologique, psychologique, des personnes qui jouent un rôle en continu pendant plusieurs jours. Ça n'existe pas ailleurs, quoi. Je veux dire, au théâtre, ça dure pas aussi longtemps. Au cinéma, c'est entrecoupé en permanence de moments où les personnes jouent pas leur rôle. Donc il y a vraiment, de ce point de vue-là, des choses qui sont totalement uniques et qui permettent donc qui sont à creuser, qui est des choses, il y a des notions comme le bleed, etc. Je suis pas sûr que ça ait pu émerger au cinéma, peut-être pour des Dans acteurs des ou cas des actrices qui étaient particuliers, ouais. très impliqués dans leur rôle, des choses comme ça. Alors le bleed, ce qu'on appelle le bleed, c'est quand des émotions du personnage transparaissent dans la personne qui le joue et qui restent après le GN en fait. C'est assez compliqué à expliquer, mais voilà, il y a ce genre de notion. Moi, j'ai jamais vécu ça personnellement. J'ai eu des personnages qui ont des émotions très fortes que j'ai jouées et que j'ai qui sont arrivés dans ma physionomie, etc. Mais à ce moment où je me suis arrêté de jouer, ces émotions étaient plus, c'était les émotions du personnage, c'était pas les miennes. Et il y a des gens chez qui ça reste. Il y a des témoignages de personnes, par exemple, qui notamment ont une histoire d'amour pendant le jeu. Donc leur personnage a une histoire d'amour pendant le jeu et qui s'impliquent dans le rôle au point qu'en fait, après la fin du jeu, ils ont comme une sentiment de rupture amoureuse atténué, beaucoup plus léger, mais parce que du coup les deux personnages n'existent plus, donc ils sont séparés, donc ils sont plus ensemble. Et il y a ce genre de choses qui arrivent et qui sont intéressantes à étudier. Voilà. Je comprends. Moi, je parlerai pas de branlage de manche pour ce genre de choses. Après, c'est vrai que moi, il y a beaucoup de notions de ça. Je suis quelques pages. Il y a Electrogène qui Ah, c'était théorise pas mal ElectroGN que là-dessus. je... Il y a la page Facebook Ni pute ni soigneuse, qui est une page féministe sur le jeu dans la grandeur nature et qui théorise aussi pas mal de trucs. Qui parle de ce genre de choses. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me passent complètement au-dessus parce que moi je fais quand même surtout ce qu'on appelle vulgairement du GNB de bourg pour s'en moquer un peu. C'est-à-dire que c'est pas forcément aussi recherché que ce qu'on peut trouver dans ce que tu appelles le nordique et des choses comme ça. Mais ouais, c'est intéressant. Il y a vraiment il y a de quoi étudier, de quoi creuser et c'est très ouvert encore. Il y a tout est à faire encore, hein, même si ça existe depuis longtemps, hein. Il y a beaucoup de choses à découvrir là-dedans. Ouais. Mais il y a aussi un blog qui s'appelle Je ne suis pas MJ, mais qui est excellent également. Euh, et XP nous conseille le podcast ABCD qui fait quelques spéciales JDR d'ailleurs. Voilà, qui est mené par des personnes qui ont un lien avec le podcast ZQSD, je pense. Ça doit être les touches de clavier par rapport aux jeux vidéo, mais ça, il connaît pas. Et moi non plus. Euh, mais moi, je voulais juste parler de deux trucs. Je voulais vous conseiller un podcast qui s'appelle Harry Cover. Harry Cover, c'est très rigolo. Qui parle de musique, de groupes qui font des covers de chansons connues d'autres groupes. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce podcast, c'est que c'est enregistré au format streetcast. Et, euh, et du coup, en fait, c'est une personne qui parle. J'ai complètement oublié son nom. Je crois qu'il s'appelle Max. Et, et je trouve très excellent parce qu'il me fait découvrir. Oui, Maxime, c'est ça. Il nous fait découvrir plein de groupes et de chansons, versions de chansons super intéressantes. Et également, vu que ça y est, c'est l'été, là, au moment où on enregistre, nous sommes le 1er juillet.
Bon, on sera diffusé courant août, mais bon, tant pis, il vous restera quelques semaines. Ludologie donc est en vacances, le podcast que j'aime énormément également, qui parle de toutes les théories du jeu sous toutes ses formes. Et en fait, pendant les vacances d'été, à chaque fois, Ludologie diffuse les conférences qui ont lieu durant le Stunfest, un festival sur le jeu. Et il y a des super conférences. Alors là, au moment où on enregistre, il y en a qu'une seule qui est passée, qui était très sympa. Mais ne serait-ce que toutes les conférences de l'année passée sont excellentes. Et il y a vraiment de tous les sujets. Ça parle pas forcément que du jeu de société, du jeu de manière générale, c'est-à-dire qu'on a des créateurs et des créatrices de jeux, mais qui parlent de l'émotivité dans un jeu, la liberté dans un jeu, le comment. Alors il y en a une de l'année dernière, c'était comment faire jouer des personnes avec un handicap. Et ils avaient invité pour une conférence une personne qui faisait des prothèses spéciales pour jouer à des jeux vidéo. Et il expliquait qu'il était le seul au monde à faire ça, et que du coup il avait réussi à créer des souris spéciales, des claviers spéciaux pour pouvoir taper, et que c'était très compliqué pour lui parce que il était tout seul. Donc voilà. Bref, c'est assez excellent, et les conférences du Stunfest sont toujours excellentes, et le podcast Ludologie est toujours excellent également. Sans autre forme de procès, voilà, j'ai piqué la phrase quelque part, on enchaîne avec Monstres et Merveilles. C'est parti ? C'est parti. Alors, pour Monstres et Merveilles, en fait, comme je l'ai dit dans l'introduction il y a très longtemps, du coup, il y a une vingtaine de minutes, il y a un quart d'heure, la série est une mini-série en 9 épisodes, et on s'est dit qu'on allait faire 3 émissions, dans laquelle on regarde 3 épisodes, et voilà. Parce qu'en fait, 3 épisodes par émission. Oui, par émission, par 3 réalisateurs. Non, je déconne, on va pas commencer. Et du coup, en fait, j'ai suivi le format DVD classique, parce que ils ont pas sorti de coffret intégral, mais un coffret intégral avec les 3 DVD contenant 3 épisodes chacun. C'est très compliqué à trouver. Moi, ma version est une import de Amazon version allemande. Donc dessus, il n'y a pas de version originale, il n'y a que la version française ou la version allemande, je ne sais pas pourquoi. Sur les miens, il n'y a que la version française. Comme ça, voilà. Ouais, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu le genre de truc, c'est quand les éditeurs ont un peu de thunes, ils se disent oh putain, on va le diffuser, et puis ça marche pas. Enfin bref. Je crois que c'est une série qui a eu pas mal qui a bien fonctionné à l'époque, mais qui n'a jamais, qui a pas son succès avec le temps. Je sais pas comment expliquer ça. Qui est pas devenu culte, tu veux dire ? C'est ça, d'un côté, je pense que les personnes qui connaissent aiment beaucoup, mais les personnes qui connaissent pas en ont jamais entendu parler. Tu vois, genre Dark Crystal. Moi, typiquement, si on m'avait pas passé les DVD, j'en aurais jamais entendu parler, quoi. D'ailleurs, c'est amusant à noter, c'est la même amie qui m'avait conseillé pour débuter dans Star Trek, qui m'a fait découvrir Monstres et Merveilles. D'accord. Et elle veut pas faire du podcast, ton amie ? Non. Enfin, je pense que... Ouais, non, mais elle est très... elle fait beaucoup de choses. Donc, elle a un planning très chargé, elle aurait pas le temps. Non, mais bon, c'est voilà. pas grave. Elle nous écoute peut-être, d'ailleurs. Non, je pense pas. Ça serait bien, mais je pense pas. Dites-le nous dans les commentaires si vous nous écoutez. Mince, j'avais prévu de dire quelque chose. Voilà, XP est en train de nous dire dans les messages, ouais, je connais de nom. C'est pas le truc avec le vieux et son chien. Si, en fait, c'est ça. C'est un vieux bonhomme avec un chien en marionnette ou en animatronique, je sais pas exactement. Et alors, c'est une série que moi j'ai découvert via l'émission qui était diffusée sur Dailymotion, Plus ou moins geek, dans laquelle il y a Rurik Saleh. J'adore ce type, il est excellent. Donc c'est une série avec qui nous raconte des contes
voilà, ça dépend. Il y a des contes russes, il y a des contes slaves, il y a des contes allemands. Beaucoup de, voilà, c'est plus est que anglais ou français. Ouais. Donc c'est des contes, c'est des histoires un peu qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Je sais pas si ça t'a fait cet effet. Alors oui et non, parce que il y a un des épisodes qu'on va parler, là, celui sur le soldat et la mort. Ouais. Euh, Il y a des éléments de cette légende qui sont le sac, par exemple. Il existe dans une légende bretonne aussi, par exemple. Donc voilà, il y a des éléments qui sont reconnaissables, mais qui sont, je pense, il y a plein de points communs entre les légendes européennes d'un peu partout en Europe. Donc c'est pas, voilà, ça, j'étais pas complètement perdu en regardant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes que je connais pas, quoi. Enfin, que je connaissais pas. Et même si le sac, je le connais d'une autre légende, l'intrigue de ça, de cet épisode par exemple, je l'avais jamais entendu. Il y a eu des trucs un peu similaires. Je crois qu'il y a un épisode de Xena d'ailleurs où il se passe des choses similaires, mais bon, après ça fait partie des fantasmes européens qui se retrouvent un peu partout, je pense, qui sont plus ou moins logiques. Donc voilà. Ok. Ben non, moi je connaissais pas du tout toutes ces histoires. Qui... Ouais, bon. Ben écoute, c'est bien. C'est la preuve que tu connais pas mal de choses quand même. Euh, voilà. Ben écoute, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la première histoire. Tu veux que je la résume ou tu On la peut résumes peut-être toi? parler de Jim Henson rapidement. Bon, je sais qu'on le présente plus, Je mais t'en prie. donc Jim Henson, c'est le créateur de la série. Et c'est aussi le créateur de tout un tas de trucs. C'est un peu le magicien des années 60 à 80. C'est lui qui a fait le Muppet Show. Voilà, ben, ça le truc, c'est le truc normalement, même si personne n'a vu, tout le monde connaît. C'est lui qui a fait Dark Crystal, qui a fait Labyrinthe avec David Bowie. Voilà, c'est quand même pas n'importe qui, c'est un peu Alors juste attends. un grand auteur de tout ce qui est lié aux marionnettes en fait. Excusez-moi, juste une seconde. Dark Crystal et Labyrinthe, deux excellents films dont j'ai parlé à l'heure de la diffusion, dont j'ai parlé dans le bilan du mois de juin. Autopromo. Oui, deux excellents films, moi je suis tout à fait d'accord, ils font partie de mes films préférés. Euh, et voilà, donc c'est quand même pas n'importe qui. Euh, Notamment, il a fondé le Jim Henson's Creature Shop, qui est en fait c'est le Lucas film, enfin le Lucas Art enfin pas c'est quoi, c'est ILM, c'est l'équivalent d'ILM mais pour les marionnettes quoi, et les créatures en animatronique et tout ça. D'accord. Voilà, c'est un gros truc. Voilà. Il a il a pas une filmographie spécialement impressionnante, mais la plupart des choses qu'il a fait sont devenues cultes quand même par la suite. Alors, il y a XP qui nous parle de Fraggle Rock sur le chat et il pense que c'est la même chose. Mais en fait, c'est pas la même chose, mais c'est vrai qu'il y a énormément de ressemblances entre Fraggle Rock et The Storyteller et Monstres et Merveilles. Notamment le fait que le personnage principal soit un mec avec un chien qui parle. Mais c'est très. Ce n'est pas la même série. Pardon. Oui, d'accord. Je connaissais pas Fraggle Rock. Ben moi non plus, du coup je viens de chercher sur mon téléphone portable. Mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Il y a beaucoup plus d'épisodes par contre de la série Fraggle Rock Ça a l'air très que coloré. Monstres et Merveilles. Ok, allez, c'est parti. Euh, qui s'occupe du premier épisode? Est-ce que je m'en occupe? Bah, si tu veux, vas-y. Ouais. Allez, on va parler. Le premier épisode s'appelle. Alors, apparemment, il y a eu plusieurs diffusions différentes. Il y a une version produite, une version diffusée.
Je sais pas du tout dans la version DVD si c'est la version produite. C'est un peu comme la série originale Star Trek. Voilà, il y a Ouais, plein c'est de un peu le versions bazar. différentes. Voilà, Donc, donc on a suivi les DVD. D'ailleurs, moi, ça me fait bizarre de voir le géant Sankar en huitième sur Wikipédia. Tu sais, dans la liste, il est marqué en huitième alors qu'il est sur le premier DVD, quoi. C'est très étrange. Enfin bon, voilà, ouais. allons, allez, je te laisse y aller. Ben non, mais c'est parti. Alors, le géant sans cœur, justement, premier épisode. Dans un château, un géant avec un nid de guêpe à la place du cœur est enfermé. Un petit garçon, le fils du roi et de la reine, se lie d'amitié avec lui. Le géant le manipule et Léo le libère. Léo, c'est le nom du petit garçon. Les deux frères de Léo partent pour le capturer, mais il meurt. Léo part alors à la recherche du géant pour le capturer. En chemin, il sauve un oiseau et un poisson, et au bout de 3 hivers, il rencontre un loup avec lequel il se lie d'amitié qui le conduit chez le géant. Léo promet au géant de ne pas le déranger et il devient son serviteur. Après de nombreuses recherches, Léo parvient à faire dire au géant où se trouve son cœur, et avec l'aide du loup, du poisson et du chien, il le récupère. Léo menace alors le géant de détruire le cœur, et si le géant ne relâche pas les frères de Léo, qui n'étaient pas morts en fait, mais transformés en pierre, il détruira donc le cœur. Mais les frères de Léo détruisent le cœur, ce qui tue le géant. Voilà. Ah oui, spoil alerte. Fallait le dire ou... Ouais, ils ont Bon, l'habitude maintenant, je ouais, et pense. puis bon, c'est des vieux contes. C'est pas ça qui est important. Euh, alors, vu que c'est le premier épisode, bon, apparemment c'était pas le premier épisode diffusé historiquement à Bah, la télé, mais je sais pas l'ordre qui est donné par Wikipédia à quoi il correspond, donc ouais. je sais pas. Ben, bon, pour le coup, quand on lance le DVD et qu'on découvre ça, moi j'ai trouvé les incrustations super sympas. En fait, donc The Storyteller, ça reprend l'histoire d'un mec qui est avec son chien et qui nous raconte une histoire, qui nous raconte un conte. Et quand ils parlent, en fait, ils font des petites incrustations super sympas dans laquelle on voit, par exemple, c'est vraiment un exemple bête parce que j'ai plus exactement les images, mais on voit, oui, alors c'est XP qui le rappelle dans le chat, c'est John Hurt qui raconte l'histoire, très bien grimé avec un espèce de gros nez, des gros sourcils là. Il fait un peu vieux Ouais, papy. créature Ouais, fantastique, un peu, ouais, même peut-être un gnome ou un truc comme ça. ouais, super sympa. Et par exemple, je sais pas, mettons il est en train de manger ou je sais pas quoi, et ben on voit Léo, là, le petit personnage qui est en train de courir sur l'assiette et qui saute de l'assiette et bam, on le suit dans sa chute et bam, on arrive dans la vraie histoire où en fait il vient de sauter depuis un escalier ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé les incrustations super sympas. Elles sont faites avec des espèces d'ombres chinoises. Je sais pas, pas des ombres chinoises, mais des ombres. Je sais absolument pas les techniques qui étaient utilisées, mais en clair, en tout cas, ça a pas l'air d'être du fond vert, donc Ouais. mais ouais, il y a des incrustations comme ça dans Labyrinthe notamment. Oui. Et ouais, c'est des incrustations analogiques, quoi. Et c'est super bien fait. Il y a effectivement, comme tu dis, c'est un truc que j'aime beaucoup dedans. Ça y est dans tous les épisodes. Cette espèce d'aller-retour entre le monde du conteur et le monde du conte qui se font. C'est vraiment génial. Je trouve ça génial. Je trouve ça super visuellement et narrativement. C'est vachement intéressant, je trouve. Ouais, clairement. Euh, Il y a et comme tu dis, elles sont vachement bien faites. Je trouve ça pas tant vieilli que ça en fait. Ah, mis à part que les marionnettes, tu vois que c'est des marionnettes, mais c'est pas très grave. Et il y a qu'un seul passage dans les 3 épisodes qu'on a vus là où j'ai trouvé que l'incrustation était un peu se voyait un peu trop. C'est juste après que le géant s'échappe, où on voit un espèce de détourage autour de lui qui fait pas beau quoi, qui marche pas. Mais à Oui, part oui. ça, dans tout le reste, c'est super bien fait. Il y a des passages qui sont impressionnants où on voit le géant comment il s'appelle, dans sa main et c'est pas une poupée quoi. C'est vraiment il le tient, c'est lui et on voit pas de marque
d'effet spécial ni rien. On voit que le géant est maquillé et que bon, bah, il fait une taille qui est pas normale, mais c'est super bien fait, quoi. Je pense qu'ils avaient des techniques qui étaient vachement évoluées quand même, auxquelles on s'attendrait pas. Moi, je trouve. Mais après, d'un côté, ça nous semble vieux, mais en fait, on est presque dans les années 90, donc il y a eu plein de grands films qui sont passés par là. On est en Mm. 88, donc ça a dû être Ouais, produit en c'est vrai, ouais. 87. Mm. Et non, mais c'est vrai que c'est quand même surprenant parce qu'on est quand même au format télé, donc ils ont pas non plus des myriades de moyens. Mais voilà, avec des bouts de ficelle, tu peux faire des trucs super. Ta suspension d'incrédulité est très légère, quoi. T'as vraiment pas besoin de beaucoup de dire, c'est incrusté. Mm. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas si t'as remarqué, alors bon c'est un petit tacle, mais vu qu'on en fait un à chaque émission, les mouvements des lèvres du géant, je les trouvais bien meilleurs que celles des Klingons de Discovery. C'est malin. Voilà. Non mais je pense que c'est la blague qu'aurait fait Pauline, mais je Ah sais ouais, plus. sûrement, ouais. Euh, Bah après bon, voilà, le géant sans cœur, c'était rigolo parce qu'on avait beaucoup, vraiment beaucoup plus que dans les autres, je trouve, de monstres. Ah non, aussi, dans la quête de la peur, il y en a beaucoup aussi. Mm. Euh, Ouais, dans tous, hein, parce que t'as les diablotins et tout ça, là, dans l'autre. Oui, il y a que ceux-là. Mais bon. Euh, sur l'histoire, je trouve ça rigolo parce qu'il y a un truc je sais pas si c'est parce que j'ai du mal il y a quelque chose que je cerne pas ou si c'est juste, ça fait partie des paradoxes des époques. Je suis en train de lire la biographie de Pierre Terrail, chevalier de Bayard, écrit par Jacques Demaille, un de ses contemporains. Donc c'était, si vous connaissez pas, c'était un chevalier de, je sais plus la date, j'ai l'air con, je sais plus, 15e ou 16e siècle. Ça va, on te pardonne. Il y a un rapport à la ruse qui est très paradoxal, c'est-à-dire que la ruse, ou l'astuce, selon le mot que tu utilises, euh, c'est mal, il faut pas le faire, sauf quand t'es le héros. Parce que quand c'est le héros qui le fait, c'est bien. Et il y a vraiment ça dans le géant sans cœur. C'est ça qui m'a déclenché la réflexion par rapport à ce que je suis en train de lire. C'est que le géant, il utilise la ruse pour s'échapper. Il manipule Oui. Léo. C'est présenté comme quelque chose de mauvais, c'est parce que le géant, c'est un méchant. Et Léo, lui, il utilise la ruse pour découvrir où est le cœur du géant. Et c'est présenté comme de l'intelligence, c'est bien, il est astucieux. Et c'est très marrant. C'est ce rapport à l'astuce, à l'intelligence, qui est un peu, voilà, c'est une valeur qui est bonne ou mauvaise selon si la personne qui l'utilise est bonne ou mauvaise. Il y a un peu un côté auto-alimenté, quoi, là-dedans. Ouais, c'est vrai, j'avais même pas fait gaffe en fait. Que oui, 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 c'est rigolo. Ouais. Mais ouais, oui, oui, c'est vrai. Il Et est dans les malin. légendes, maintenant que j'en parle, j'y repense, dans les légendes bretonnes, t'as souvent ça aussi. Alors t'as beaucoup de légendes bretonnes qui sont des affrontements entre le diable et les Korrigan, ou le Cornic. Ils l'appellent le Cornic pour se foutre de sa gueule, les Korrigan, parce qu'ils sont pas peur de lui. Et c'est pareil, c'est-à-dire que le diable use de tromperie pour, euh, pour obtenir ce qu'il veut des humains, et les Korrigan usent de tromperie pour obtenir ce qu'ils veulent du diable. Et donc c'est souvent le diable qui est le dindon de la farce dans l'histoire. Et pareil, la tromperie du diable est mauvaise, mais la tromperie des Korrigan, elle est bonne. C'est En fait, voilà. c'est ouais, ça n'a pas d'alignement quoi. C'est neutre, mais c'est selon l'utilité que tu lui Oui, sauf fais. que la tromperie en elle-même est présentée comme mauvaise. Ouais, ouais, Tu oui, vois, oui, oui, oui. c'est ça le truc aussi. C'est pas ça. Donc c'est pas neutre, mais c'est pas vraiment aligné non plus. Je sais pas si c'est pas une forme d'hypocrisie un peu, ou alors il y a une subtilité que je comprends pas dans la différence entre la bonne ruse et la mauvaise ruse. Je sais pas. Ouais. Ben ouais, ouais, c'est vrai. Bah, j'ai plus grand chose à dire sur ce premier épisode, le géant sans cœur, que j'ai
trouvé moins bon que les deux suivants, mais qui était quand même super cool. Il y a cette petite morale un peu un peu sympa ou enfin sympa. Bon, ça reste naïf, hein, mais le côté de c'est sa bonté en fait Léo qui provoque le problème, mais c'est le fait qu'il ne se débarrasse pas de sa bonté et qu'il continue à la pratiquer. Je dirais bien son altruisme, mais c'est pas des humains qui l'aident, donc je sais pas si ça marche, mais Oh. ouais, on va l'utiliser quand même. Son altruisme qui mène à débloquer la situation aussi en fait. Et je sais pas, j'ai trouvé ça sympa cette constance dans la valeur qui montre que ça peut être source de problème, mais c'est aussi source de solution. Parce que bon, c'est parce qu'il aide le géant que le géant sort et pétrifie ses frères, mais c'est parce qu'il aide le poisson, enfin dans Le l'ordre, loup, ouais. parce qu'il aide le loup, dans l'ordre où ça devient utile, hein, je le dis, c'est parce qu'il aide le loup en lui permettant de manger son cheval que le loup lui permet de découvrir le lieu où est caché le cœur. C'est parce qu'il aide l'oiseau qui peut récupérer la clé pour rentrer dans le truc, et c'est parce qu'il aide le poisson qui peut récupérer l'œuf. Donc c'est toujours son altruisme qui fait avancer l'intrigue euh, et qui débloque les situations, même si ça a provoqué une catastrophe au départ. C'est c'est plutôt pas mal. Il y a notamment le passage avec le loup, où t'as même le compteur qui appuie ce truc-là en disant mais le loup, c'est un loup quoi. Comment il pourrait faire confiance à un loup alors qu'il a déjà été trompé par un géant, mais si, il lui fait confiance quand même, et ça lui apporte quelque chose. Voilà, c'est mignon. Bon, ça reste naïf, mais c'est mignon. Bah, en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est que Léo décide de ne pas aider une quatrième personne parce que ben, c'était quelqu'un de foncièrement mauvais et il s'en rend compte. Ce qui veut dire qu'il aurait compris qu'il n'aurait pas dû aider le géant au début. Tu as un peu l'idée. Je sais pas trop. Ça aurait été tout aussi naïf, je pense, Ou alors qu'à la fin, il mais retourne dans le bon, voilà. passé et qu'il n'aide pas le... Non, je déconne. Non, mais je sais pas. Ouais, on verra. Ok. Tu nous parles de la quête de la peur. Alors, la quête de la peur. La quête de la peur, c'est un jeune homme qui est très distrait, qui doit aller chercher des boutons pour son père. Et, euh, et en fait, au lieu de faire ça, il va jouer du violon à la fenêtre d'une femme dont il est amoureux. Alors, on se demande comment il est tombé amoureux d'elle parce qu'il connaît même pas son nom, il lui a jamais parlé, mais bon, Non, mais c'est un Corto Maltese. Tu sais, il est amoureux à l'idée d'être amoureux. ouais, bon, je trouve c'est assez récurrent dans beaucoup d'œuvres. C'est un truc qui me saoule un peu, mais bon, c'est une vieille légende, on va pas non plus, voilà. Et du coup, son père, quand il revient, il est tard, il fait nuit, et puis son père, il dit alors les boutons. Et puis, bah, il dit bah oui, d'accord, je vais aller les chercher. Et donc, il va les chercher, et les gens du village vont lui faire une blague, donc il se déguise en monstre. Parce qu'en fait, il fait nuit, et je sais pas si c'est son frère ou si c'est son deuxième père, ou je sais pas qui est l'autre personne. Mais son père veut que quelqu'un d'autre y aille au départ, parce qu'il dit tu es trop distrait, tu vas revenir ça encore une fois, et moi j'en ai besoin pour demain. Et l'autre dit il a peur parce qu'il y a des ogres et des dragons, des monstres dans la forêt, donc il a peur d'y aller quand il fait nuit. Et donc lui il dit non mais moi j'ai pas peur, j'y vais, il y va. Les villageois lui tendent un piège pour se moquer de lui, parce qu'ils veulent se moquer de lui parce qu'il est distrait, voilà. Et donc au retour, il se déguise en monstre. Et il essaie de lui faire peur, sauf que lui, il a pas peur, il leur fout une tatane et puis il continue son chemin. Et C'était voilà. très drôle. Et après, alors je sais plus si c'est son père qui lui dit ou si c'est lui qui le décide de lui-même, et il décide de partir en voyage pour apprendre quelque chose. Son père Ouais, veut c'est qu'il son apprenne père, quelque ouais. chose. Ouais, son père lui dit pars et va apprendre quelque chose. Ouais, voilà. Ce qui veut rien dire en soi. Voilà. Mais lui, alors la chose qu'il veut apprendre, c'est la peur. Parce qu'il il a jamais eu peur, donc il veut découvrir la peur.
Et donc au cours de son voyage, il rencontre il rencontre McCoy, voilà, qui n'est pas le médecin-chef de l'Enterprise, mais un autre personnage. Hum. Euh, et Moins antipathique. et puis qui veut lui vendre une écharpe d'Arabie parce que je sais plus, il y a une histoire avec les cheveux de sa bien-aimée qui lui font penser à l'Arabie, ou je sais plus l'histoire, ou ses yeux, je sais plus, un truc comme ça. Et du coup, l'autre il veut l'écharpe, mais il a pas assez de sous pour la payer. Mais il dit à McCoy que s'il arrive à lui faire peur, il lui donnera tout l'argent qu'il a sur lui à ce moment-là. Et donc il essaie de lui faire peur en criant, machin, bon. Et ensuite, comme il n'arrive pas à lui faire peur de lui-même, il va l'emmener à des endroits effrayants, à différents endroits effrayants, et à chaque fois, ben, il n'a pas peur. Et il s'en sort indemne. Il rencontre des monstres, des créatures bizarres, etc. Il finit dans un château avec une espèce de spectre qui a les jambes séparées du reste du corps, qui le défie à un jeu de quilles avec des tibias à la place des quilles et des crânes à la place de la boule. Des choses, voilà, des choses qui sont censées être effrayantes, et puis en fait, comme il n'a pas peur, bah lui il agit comme ça, quoi, sans se prendre la tête. Et puis bah il finit par découvrir une fortune en fait dans le château après en avoir chassé les spectres, etc. Et puis comme ça fait un moment qu'il voyage, bah il dit à McCoy, bon bah je vais rentrer chez moi. McCoy il dit, je sais pas si mon père sera content de moi, et McCoy lui dit, de toute façon avec le trésor que t'as trouvé, il sera content de toi quand même. Et en revenant, il trouve la femme dont il est amoureux, qui est malade, qui est alitée, et le père de cette femme lui dit que en fait depuis qu'il est parti, elle est malade. Et donc là, il se met à son chevet et il se met à trembler, il y a ses pupilles qui se dilatent, il a peur en fait, il a peur de la perdre. Et elle se réveille, et et bon, par je sais quel miracle, elle était aussi amoureuse de lui, et alors qu'ils se Il, connaissent pas, hein, non, toujours. il lui faisait des Et musiques de violon toutes les soirs oui, sous sa fenêtre. Alors voilà. comment ne pas tomber amoureuse? Ah bah moi si un mec vient me jouer du violon sous ma fenêtre, il va plutôt se prendre des chaussons dans la tronche que. Tu sais que Enfin bon bref. alors pour la petite Euh, histoire, j'ai appris récemment que un type lors de son adolescence était venu à cheval avec un bouquet de fleurs dans la main frapper à la fenêtre de ma mère lorsqu'elle était ado. Elle lui a dit non. Mais ouais bah oui tu m'étonnes. c'est excellent. C'est beau. Bah c'est beau, ouais je sais pas. C'est créatif dans le côté relou, mais ouais il y a que dans il y a que dans les films que c'est romantique ce genre de truc en fait. Enfin à mon avis, hein, mais bon. Euh, et euh, donc euh, et donc il est content parce que il a découvert la peur. Et, euh, et puis il dit que du coup il sera parti à l'autre bout du monde pour découvrir la peur, mais mais qui en fait il a découvert en rentrant chez lui. Et il est encore plus content vu que l'amoureuse de lui, voilà, ils font un bisou et c'est mignon et c'est la fin. Et il crie à la fenêtre, j'ai peur, c'est trop cool. Voilà. Ouais, c'était assez rigolo. Alors c'est un épisode dans lequel il y a beaucoup moins de d'incrustations que dans le précédent. Oui, oui, c'est On joue vrai. plus sur des marionnettes et des monstres. Et des ah remarque, est-ce qu'on compterait pas si tout le passage avec le jeu de quilles en os c'est de l'incrustation quelque part. Ah Mais bon? ben, c'est je sais pas comment expliquer, mais c'est du gommage. Non, je sais pas comment. Ouais, non, c'est pas vraiment de l'incrustation. Mais Honnêtement, ça je sais absolument pas comment ils ont fait ça, hein. J'ai ouais. regardé le truc plusieurs fois. J'ai l'impression que les jambes, à un moment donné, c'est une marionnette Oui. qui est pendue à des cils. Mais pour le reste, j'en ai aucune idée. Ouais. Je sais. C'était assez bien fait, hein. Ouais, ouais, c'était vraiment chouette. Alors, au début de l'histoire, je sais pas si moi j'ai beaucoup aimé le duo du chien et du conteur
Ils sont les deux froussards qui ont peur des araignées et des chats. Le chien, le chien qui a peur des chats. C'est et le compteur qui lui dit aboie un coup, ouaf, non, aboie encore un coup pour voir. Enfin, c'est très drôle. Ils essayent ils flippent tous les deux et ça m'a fait. Bon, c'est bête, hein, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et je me dis que si j'avais vu ça enfant, j'aurais adoré. Euh, il y a le père de Ron Weasley qui joue dedans. Tu l'as reconnu? Dragor, t'es-tu donc là? Ah, alors le Dragor a une déconnexion. Donc il y a l'acteur dans cet épisode qui joue dans Harry Potter le père de Ron et il joue le père du héros, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'était très surprenant mais super cool. Il joue très sympa. J'avais remarqué également qu'il y a un moment où plutôt que de marcher dans un décor, en fait, on fait marcher le personnage devant des toiles qui sont animées. Et c'était... Ah, mais t'es revenu. Et j'avais trouvé ça cool aussi. Voilà. Alors moi, il y a un truc, c'est bête, hein, mais j'ai dû le voir 3 ou 4 fois cet épisode. Il y a que quand je l'ai revu dimanche que j'ai compris que le premier monstre qu'il rencontre, c'est les villageois déguisés. À chaque fois avant, je sais pas, j'étais pas assez attentif et j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était un monstre, ce truc-là, Ah mince. mais voilà. Bon, ça sert à rien de le savoir finalement, mais Bah c'est... mais c'est rigolo. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé l'espèce de monstre aquatique là, qui pense que le violon est un oiseau. Ouais. Et du coup, il envoie en Irlande. Et va en chercher là-bas. Tu sais, ça me fait penser à aller voir sur la colline si j'y suis. Tu sais. Ouais. C'est très drôle. Et le Et monstre puis il est était acclamé par les villageois après. le monstre était assez bien foutu. Il était bien dégueulasse. Ouais, c'est vrai que c'était pas C'était une mal. espèce de crapaud, monstre des marais. Je sais pas, un peu bizarre. J'ai bien aimé le fait tu sais, il a des lampiotes là, comme les monstres, n'importe Oui. quoi, comme les poissons des abysses là, Ouais. qui ont un appât devant la gueule. Et j'ai bien aimé le fait qu'il ait ça en rapport au fait qu'il utilise ces espèces de femmes aquatiques qui attirent les gens dans l'eau, espèce d'équivalent de sirènes, mais c'est pas des sirènes, qui servent d'appât pour que lui il puisse manger les gens. Et du coup, ça fait voilà, ça fait thématique quoi. J'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Et il faudrait faire peut-être quelques recherches sur l'époque parce que c'est un conte allemand. Et je me dis pourquoi est-ce qu'il enverrait le monstre en Irlande. Et il y a peut-être une histoire de genre c'est un monstre que les Irlandais avaient imaginé et que les Allemands aussi et qui se disputent un peu l'origine en disant non c'est nous qu'on l'avait d'abord. Ah, Non, c'est moi qui m'imagine des choses, mais j'avais trouvé ça rigolo en fait qu'ils disent alors qu'il est allemand va en Irlande, c'est super loin. Enfin, il fait exprès pour s'en débarrasser, mais je sais pas. bah alors moi je l'ai pas compris comme ça. Moi j'ai compris que le violon était vraiment un violon irlandais et que du coup il l'a envoyé là-bas parce que il joue du violon là-bas quoi. Ah, ah peut-être. Mais je sais pas, t'as peut-être raison hein, mais Je ouais. suranalyse. Eh ben, tant pis. Ouais, peut-être. Je sais pas. J'ai beaucoup aimé McCoy également. Mais c'est normal, c'est un McCoy. Il est trop cool. Il m'a fait rire quand il le menace avec sa cuillère. Pour lui faire tort, il met une cuillère sur la gorge et il le menace. Mais Et, ce qui était sympa avec ce alors, ce qui est rigolo, personnage, c'est qu'il est ambigu au départ. exactement. C'est un arnaqueur au début. Puis finalement, il s'y attache. Et à un moment donné, parce que même, en fait, jusqu'au moment où il rentre dans le château, en lui laissant tous les cadeaux que les habitants lui ont donnés pour les avoir débarrassés du monstre aquatique, jusque-là, tu sais pas encore si c'est du lard ou du cochon, quoi. Et puis là, bah, il se barre pas avec les cadeaux, donc tu te dis ah bah finalement, il est gentil, c'est son copain. C'est très très marrant. Oui.
C'est ça qui est rigolo. Puis t'as cette scène où il croit que McCoy est mort et où il est tout attristé. Et puis quand McCoy vient vraiment, il croit que c'est l'autre qui est toujours sous l'apparence de McCoy, il le menace. Il y a le fameux coup de la question piège. Quel est le nom de ma bien-aimée? Mais comment pourrais-je le savoir si tu ne le sais pas toi-même? Ah, mais c'est Ah, bien lui alors. ah là là, on s'y attendait pas, celle-là. Ouais, ouais, c'était vraiment cool. C'était une chouette histoire. Moi, j'ai trouvé ce conte assez bon. Mais bon, clairement, de toute façon, des trois premiers, le meilleur, c'est le dernier, c'est la mort emprisonnée. Ouais. Ouais. Tu veux faire le résumé? Et ben, si tu veux, ouais. Ouais, si ça te fait plaisir. C'est un conte russe, c'est ça? Alors par contre, à chaque fois, j'ai oublié les nationalités des contes. Ouais, si je relis mes notes, ouais, c'est un conte russe. Il y a que le premier que j'ai pas noté, en fait, Oui, c'est le vrai que ça conte du parle de géant. tsar en plus, donc. Ouais. Alors, du coup, c'est un soldat qui revient de la guerre. Il a pas de butin, il s'est pas enrichi à la guerre. Il lui reste que 3 biscuits. Et c'est tout ce qui reste. C'est-à-dire, il a plus rien d'autre. Et donc, il se promène en sifflant. Enfin, il marche en sifflant pour rentrer vers on sait pas où, mais bon, pour rentrer quoi. Et il croise un vieil homme qui joue du violon, si je me souviens bien de l'ordre. Ah, j'ai juste noté un mendiant à chaque fois, les trois fois. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que chacun faisait de la musique. Et Un de la musique, un des cartes, je sais plus quoi, ouais. mm, ouais. Et donc il accompagne la musique au violon en sifflant. Et euh, et donc l'homme qui joue du violon, une fois qu'ils ont fini de jouer ensemble, euh, euh, donc le soldat lui dit ah, c'était très très agréable de t'entendre jouer, de siffler avec toi. Celui qui joue au violon dit j'étais content que quelqu'un qui siffle m'accompagne. Et le soldat lui dit ah, mais tu joues vraiment très bien du violon. Et l'autre il dit si je joue bien, est-ce que ça vaudrait pas une petite pièce, un petit écu? Et le soldat, bon, il a faim, il reste que 3 biscuits, mais bon, il dit voilà, ben, j'ai pas d'argent, mais j'ai un biscuit, alors je te le donne euh, pour ce que pour te remercier, voilà. Et donc il lui donne le biscuit. Et le joueur de violon lui dit eh bien en échange de ta bonté, je vais t'accorder la capacité de siffler aussi bien qu'un merle. Et donc il continue à avancer et il siffle extrêmement bien. C'est, je sais plus la formule qu'utilise le compteur, mais je crois que c'est comme une fontaine en hiver, ou je sais plus, un truc comme ça. Enfin bon, voilà, il siffle merveilleusement bien. Alors c'est un classique du conte, hein, ça, le mendiant à qui tu files un truc et il te donne quelque chose de magique en échange. Ça revient dans beaucoup de contes. J'imagine que c'était pour pousser les gens à donner aux miséreux, ce qui est pas plus mal. Et donc il continue son chemin en sifflant, il siffle merveilleusement bien, il est tout heureux. Et il croise un vieux qui joue du tambour. Et donc il accompagne son tambour avec son sifflement. Et puis rebelote, voilà, il lui dit qu'il est content d'avoir pu l'accompagner, qu'il joue super bien du tambour, que c'est beau. Donc l'autre lui dit, bah ça vaudrait pas une petite pièce quand même. Puis là, il lui dit, C'est ah redondant. bah non, mais j'ai toujours faim, j'ai toujours pas d'argent, mais bon, il me reste que 2 biscuits. Bon bah je vais te donner un des 2 biscuits qui me reste. Il lui donne le biscuit et en échange, il lui donne la capacité de danser super bien. Ça, tu vois, je l'avais pas compris en fait, qu'il lui donnait la capacité de bien siffler, la capacité de bien danser. Ah ouais, J'avais pas compris. d'accord. Et parce qu'il sifflait déjà bien et il dansait bien. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus, mais c'est ce que le compteur dit, donc enfin en tout cas je l'ai compris comme ça. Et après il arrive et il tombe sur un troisième gars qui fait je sais plus quoi, par contre je me souviens plus, je crois qu'il Bastille joue aux cartes. Il joue aux cartes, ouais. Et il joue aux cartes avec lui, et où il lui fait une démonstration de cartes, où je sais plus, il fait un truc, et pareil, ça vaudrait pas une petite pièce. Et là, il a encore plus faim qu'avant, il a plus qu'un seul biscuit.
Et du coup, il se dit, bah, je vais lui donner la moitié de mon biscuit et je mangerai l'autre moitié. Il coupe son biscuit en deux. Et après, il se dit, ah ouais, mais bon, les deux autres, bah, je leur ai filé un biscuit entier, donc ça serait pas juste que lui, il en ait qu'une demi. Donc il lui tend les deux moitiés de biscuit. Et là, il lui dit, en récompense, je te donne un paquet de cartes avec lequel tu ne perdras jamais, et je te donne un sac qui est magique, et tu pourras ordonner à n'importe qui ou n'importe quoi de rentrer dedans, et il sera obligé de le faire. Il rentrera dedans. Et donc, comme il a faim, il se sert du sac pour capturer des oies. Donc il leur donne aux oies de rentrer dans le sac, et elles rentrent dedans. Voilà, il a 3 oies dans son sac. Il va dans une auberge où, comme il a plus d'argent, il échange 2 des oies contre le fait que l'aubergiste lui en cuisine une, celle qui reste, et lui serve à manger, et qu'il puisse dormir dans l'auberge. Et de l'auberge, ils vont à un château au loin, où toutes les lumières sont éteintes et les fenêtres sont brisées, et il se demande pourquoi, et l'aubergiste lui dit, mais parce qu'il y a des diables qui viennent toutes les nuits pour jouer aux cartes, et qui ont chassé tous les gens dedans. C'est vraiment démoniaque, qui joue aux cartes toute la Ouais, nuit. alors ça c'est marrant parce qu'en plus il insiste dessus, et en plus il joue aux cartes, hein. Alors je me demande si c'est pas une époque Ouais, où jouer aux cartes était interdit, ou les jeux une d'argent, histoire tout dans ce ça. genre-là, ouais, peut-être, ouais. Et puis lui il dit, oh bah ouais, ça a l'air dangereux, je vais y aller. Non mais c'est un peu ça, hein. Et donc l'aubergiste lui dit que bon, il est un peu bizarre comme mec, hein, mais bon voilà. Et donc il y va, et il rencontre les diables, alors ces espèces de petits diablotins qui sont très rigolos, moi je les aime beaucoup, qui sont vachement bien faits, ils ont les lèvres qui bougent de manière super détaillée, Ouais. c'est euh, c'est vraiment très sympa. Et donc il sort son paquet de cartes, il joue aux cartes contre eux. Et, euh, et donc il gagne, vu que c'est le paquet de cartes magique qui le fait tout le temps gagner. Et alors c'est très rigolo, parce qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire, enfin qui me fait toujours rire à chaque fois. Donc il y a deux des diables qui discutent en aparté pendant la partie de cartes, et qui dit je comprends pas, il gagne tout le temps, il doit tricher. Et là tu lui réponds, ah bah je sais pas, mais moi je fais que tricher et je perds quand même. J'adore cette phrase. Je fais que tricher et je perds quand même. Et donc une fois qu'il a amassé beaucoup d'argent, parce qu'en fait il joue son âme contre de l'or. Et il amasse, je sais pas, une grande quantité d'or. Et puis quand il a gagné beaucoup d'argent, il dit bon bah maintenant on va arrêter, hein, je vais prendre mon argent puis je vais partir. Et les diables lui disent ah bah non, tu vas pas partir, t'as pas le choix, tu vas rester. Et du coup il sort le sac et il dit c'est quoi ça à votre avis? Ah juste un sac, rien qu'un sac. Et si c'est rien qu'un sac, rentrez tous dedans. Et du coup ils sont tous enfermés dans le sac. Et il tape le sac par terre, il le tape contre les murs, il le jette en l'air, il saute dessus, bon, il les torture un peu, quoi. Ouais, c'est des diables. Oh, la torture sur les diables, c'est légal, voilà. Oui. Et, euh, et puis après, il sort et il les menace, il leur fait promettre de partir du château. Et, voilà, de laisser les gens tranquilles, de retourner en enfer. Et ils s'en vont tous, sauf un, qui l'attrape au passage. Et il lui fait promettre d'être son serviteur à vie, et il lui arrache un de ses sabots. Euh, comme je sais pas, comme otage, je sais pas trop, j'ai pas exactement le délire. Oui, Et ça puis il le lie. revient, et Ouais. puis il est riche, il s'installe dans le château, hein, vu qu'il y a plein d'or et qu'il n'y a plus de diable, voilà. Et il continue sa vie, et quand il commence à être un peu âgé, son fils, oui c'est ça son fils, hein. Ouais, il est vu comme un héros, donc il a droit à un château, il a droit à Ouais voilà, c'est ça. des terres et tout ça. Il est respecté par le tsar, je crois. Ouais exactement. Et donc beaucoup plus tard, après qu'il soit marié, qu'il ait eu des enfants, etc., il y a un de ses enfants qui est malade, et qui est très très malade, ils savent pas comment le soigner. Et puis il se rappelle qu'il a un sabot de diable qui lui sert de pot de fleurs. Il se dit ah ben tiens, j'ai un diable qui est mon serviteur là, bon bah je vais l'appeler, qu'il l'appelle, et le diable sort un verre et qui permet de voir la mort. En fait, quand on regarde à travers l'eau du verre, on voit la mort, et il lui dit pour soigner ton enfant,
regarde à travers le verre. Si tu vois la mort à la tête du lit, c'est que je sais plus, c'est foutu, il va crever. Ouais. Et s'il est au pied du lit, on peut le soigner et il suffit de l'asperger avec l'eau qui est dans le verre. Et donc il fait ça, ça le soigne. Et du coup, il, il fait un échange avec le diable. Il lui dit, je te rends ton pied, je te libère de ta servitude envers moi, à condition que tu me donnes ce verre, qui est magique. Et donc il le fait, il libère le diable. Et après, il parcourt le monde avec son verre et il soigne les gens, ou pas, selon si la mort est à la tête ou au pied du lit. Et puis, bah, il fait ça pendant quelques années, et puis un jour le tsar est malade, donc il va voir le tsar, et il regarde, et il voit la mort à la tête du lit. Donc il lui dit, bon bah c'est foutu, tu vas crever, hein, voilà. Et tout le monde l'engueule en disant, ah tu soignes les manants et les gueux, les gens pas nobles quoi, qui servent à rien. Et le tsar, lui tu le soignes pas. Ok, d'accord. Donc il passe un pacte avec la mort et il lui dit si prends-moi à la place du tsar, et la mort accepte. Elle s'en va et du coup c'est lui qui est malade à la place du tsar, le tsar est soigné. Et au moment où la mort va pour le prendre, et ben il lui dit tu vois ce que c'est ce truc là? Mais c'est un sac, C'est ma rien qu'un bite! sac. Ah, pardon. Désolé, désolé, je me suis emporté. Et donc il enferme la mort dans son sac et plus personne ne meurt. Mais c'est pas fini. Il est long celui-là. Je comprends pourquoi tu m'as Eh, laissé le résumé. non, mais Et c'est donc marrant. On en parle après. Vas-y. mais du coup il enferme la mort et donc plus personne meurt. Et en fait c'est plutôt cool en théorie, sauf qu'en pratique, comme c'est une époque où les gens sont cons, enfin comme toujours maintenant, hein, mais bon, ils continuent à s'entretuer, mais comme ils meurent pas, ils restent blessés, donc t'as des estropiés de partout. Les gens qui essaient de se suicider, ils finissent aplatis, mais ils sont encore vivants. Enfin, c'est une catastrophe. Et, euh, et du coup, tout le monde est triste, malheureux, etc. Tout le monde est vivant, mais malheureux. Ils Donc, vieillissent au bout aussi. d'un moment, voilà, ils vieillissent aussi en plus. Donc, quand il voit à quoi ça ressemble, il dit bon, finalement, c'était une idée à la con d'enfermer la mort. Donc, il libère la mort en lui disant finalement, faut que tu fasses ton boulot, donc vas-y, prends-moi, et puis après, tu prendras toutes les âmes qu'il faut. Mais la mort, elle a tellement peur de lui et de son sac qu'elle s'en va sans le prendre. Elle s'occupe du reste du royaume, par contre, hein, et du coup, la mort veut plus de lui, donc il peut pas mourir, donc il est immortel. Puis au bout d'un moment, ouais, il en a marre d'être immortel, hein, c'est chiant. Et donc du coup, il va en enfer. Il tape à la porte des enfers et puis il dit là, laissez-moi entrer, je veux mourir. Enfin voilà. Alors, et puis donc t'as les diablotins, un des diablotins du début, en tout cas il y ressemble, je sais pas si c'est le même, Tu qui les as ouvre. reconnus? Non, mais bon, tu sais, ils ont des têtes un peu particulières chacun. C'était assez bien fait ça aussi. C'est pas Ouais. tous les. Enfin, bref. Et il lui ouvre et puis il lui dit bah t'es pas mort, tu peux pas rentrer. Il lui dit bah si, vas-y, laisse-moi rentrer là. Wesh. Le diablotin, le diable, il repère le sac sur ses épaules et il dit qu'est-ce que c'est? Puis lui il dit oh, c'est un sac, rien qu'un sac. Et l'autre il dit ah non, je veux pas de ce sac. Il ferme la porte. Et donc il dit non mais moi je partirai pas tant que mon repas ouvert. Puis il réouvre, puis il dit bon ok d'accord, je vais pas essayer de rentrer, vous voulez pas de moi. Par contre vous allez me filer 200 âmes pour que je les emmène au paradis. Donc au début il dit ouais 200 c'est beaucoup, t'en auras 150. Et l'autre il dit ah, tu vois ce sac là Il dit ah ok d'accord, ouais, je t'en file 200. Je t'en file 200, donc il prend 200 âmes, il lui file la carte du paradis, toujours sous la menace du sac. Et donc voilà, il part au paradis avec ses 200 âmes. Et il arrive devant les portes du paradis, il y a une espèce d'ange, et il lui dit j'ai arraché ces 200 âmes aux enfers, donc s'il te plaît laisse-les rentrer. Bon alors ça c'est un truc que je comprends pas trop parce qu'ils étaient en enfer, enfin bon Bah, je suis pas pardonne-les. je suis pas théologien, mais bon s'ils étaient aux enfers c'est censé qu'ils ont, enfin bref, c'est pas grave. Et puis laisse-moi rentrer aussi, je pense que avoir sauvé 200 âmes des enfers ça rattrape mes péchés, machin. Et l'ange lui dit, eux ils peuvent rentrer, mais toi non. T'as des baskets, tu rentres pas. Et, euh, et alors lui, il prend une des âmes qu'il a libérées des enfers et il lui dit, écoute,
Tu vois ce que J'ai c'est ça? Ah une non, petite pardon. technique pour rentrer en scred par la porte de derrière en boîte là. Il lui dit, oh pardon, j'ai touché mon micro. Il lui dit, prends ce sac et quand tu seras à l'intérieur, tu m'appelles par mon nom et tu me dis de rentrer dans le sac. L'idée c'est que la magie du truc va faire qu'il va pouvoir rentrer, passer les portes du paradis et se retrouver dans le sac. Sauf que l'âme, en rentrant, apparemment, quand tu arrives au paradis, tu oublies tout ce que tu as fait avant. Et donc l'âme rentre et a complètement oublié qu'il fallait qu'elle fasse ça. Donc voilà. D'ailleurs, Et ça puis m'a il a fait perdu penser. son sac, il n'est pas Ouais. rentré ni au paradis ni en enfer. Et donc il retourne sur Terre et il continue à errer indéfiniment et ça se finit comme ça. Mais attends, juste le coup du sac au paradis, ça me fait penser que sur le coup, moi je me suis dit, mais il est con, pourquoi il rentre pas dans le sac maintenant? Et puis quand il aura passé les portes, ben, l'âme le libérera. Mais t'imagines, l'âme aurait passé la porte et elle aurait oublié tout. Et ben, il serait enfermé dans le sac éternellement. Enfin, moi, c'est au paradis, mais dans un sac. Ouais. Ouais. Et du coup, à la fin, Eh ben oui, alors oui, parce que le compteur, il y a un jeu avec ça, c'est vrai que j'aurais dû en parler. Au début de l'épisode, il y a un sac qui sent les biscuits. Et le chien veut fouiller dedans parce que ça sent les biscuits. Et c'est ça qui donne l'idée au compteur de raconter l'histoire. Et à la fin, le chien, il lui dit, et alors ce sac c'est quoi? Et le compteur lui dit, c'est un sac, rien qu'un sac. Et le chien lui dit, alors si c'est qu'un sac, rentre dedans. Et le compteur lui dit, mais non, mais c'est une blague, voilà, c'est rien, ça marche pas. Et, et juste après, il y a un diablotin qui s'échappe du sac. Et ouais. le chien le voit juste du coin de l'œil, il est pas sûr de ce qu'il a vu, et ça se finit sur le chien qui se demande ce que c'est que ce délire. Et c'était super drôle. Mais il y a ça, et il y a aussi l'écusson. Le conteur a un écusson cousu sur sa tenue, qui est le même écusson que le soldat a au début du film, de Ah ouais? l'épisode. Ouais. Ah, j'avais pas remarqué ça. Et ouais. Donc en fait, est-ce que le conteur et le soldat seraient la même personne? Ah oui, On ne sait pas. ouais. Et c'est assez Bah, rigolo. mais le truc c'est qu'il a, sans vouloir spoiler, il apparaît il y a un épisode suivant où c'est lui le héros, le conteur, vraiment. Donc je sais pas, mais bon ouais, ça fait partie du jeu aussi d'essayer de troubler le, ouais, de rendre trouble le rapport entre le conteur et les histoires qu'il raconte, ouais. Ça, en plus en plus des jeux d'incrustation, ouais. Ouais. Alors, la première, quand j'ai entendu parler de cette série il y a 6 7 ans, un truc comme ça, j'ai regardé en une journée ou deux peut-être tous les films, tous les épisodes, et j'avais beaucoup aimé. Mais de tous les épisodes, le seul dont je me souviens, c'est celui-là. Et quand je l'ai revu, j'ai toujours trouvé excellent cet épisode. Et je trouve l'histoire super prenante, super cool. Et tu sais, elle part un peu dans tous les sens. On sait pas trop où ça va, tu sais. Bon, ça s'appelle Ouais, et la mort puis emprisonnée, mais en fait, c'est vraiment une petite partie. C'est la fin de l'histoire, ça. ouais. Et c'est assez rigolo. Et c'est marrant parce qu'il dure pas plus longtemps que les autres, mais il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses dedans, quoi. Il est très dense, quoi, très riche. Et par rapport aux deux autres qui ont mis beaucoup moins longtemps à résumer, rien que le résumé déjà ça prend une plombe parce qu'il se passe tellement de choses dedans et tu peux pas les passer parce que chaque chose qui se passe est importante pour la suite. Donc c'est vraiment il a vraiment ce côté-là qui est intéressant. Et je l'ai déjà dit, mais alors j'adore le design des diablotins, quoi. Ils Ouais, sont super rigolos. c'est vrai. Et d'ailleurs, la mort, elle fait flipper sa mère. Ouais, il y a un peu la vallée dérangeante, là, la Uncanny Valley Ouais. avec. Ça ressemble pas du tout à l'image qu'on a nous de la mort, mais alors ouais, ça colle vachement bien, quoi. Moi, ça m'a fait penser, alors, au premier, enfin, au premier, n'importe quoi. Pour le moment, il y en a qu'un seul. Au film Dune, la petite fille, lorsqu'elle naît. La Ah sœur oui, de Paul ouais. Atreides, avec ça, il lui rase la tête là, et c'est très très bizarre, cet enfant chauve avec les yeux un peu exorbités. Et ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, la mort est comme ça dans le conte. Donc chauve Mm. et Ouais, ouais, bah, bon, ils ont dû prendre on un sait enfant pas. peut-être d'ailleurs pour la jouer. Non, c'est une marionnette, hein.
Pour moi, c'est Ah ouais, clairement juste pas une un être marionnette. humain. Ouais, Ouais. remarque, oui, il se serait pas embêté à ça. Ouais, 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 t'as ils raison. vont choper un enfant, le raser, lui tondre les sourcils, lui enlever les cils. Non, je déconne. Mais c'est très, ouais, très bizarre et assez flippant. Mais d'ailleurs, à part ça, il y a pas, il y a quelques incrustations, mais il n'y a pas tant d'effets spéciaux que ça, je crois, d'effets pratiques. Je me souviens pas, parce qu'ils rencontrent pas d'être. Ben, à part les diablotins et la mort, je pense que c'est tout, hein. Ouais, comme quoi on n'a pas forcément besoin de ça pour faire une bonne histoire. Ouais. Bah, il se passe plein de trucs dedans, mais il y a pas. Si, c'est rigolo que les deux premiers trucs qu'il hackait, ça lui sert à rien dans l'histoire. Mais c'est pour ça que Parce moi que je suis vraiment pas souvent sûr. les comptes, t'as vraiment une mise en place et puis t'as les trucs qui se passent derrière qui sont liés à ça. Et là, non. Alors, c'est peut-être que j'ai mal compris, mais à ce moment-là, à quoi ça sert de le montrer qu'il les rencontre ces deux-là avant? Mais on peut se dire que les mendiants sont une incarnation d'un être supérieur. Ah ouais, mais si les deux premiers lui donneraient pas de pouvoir, Ouais, c'est vrai. ça marche plus. Moi, je pense qu'il lui donne vraiment ces capacités-là, mais ça lui sert pas après, mais c'est peut-être pas forcément grave, hein. C'est peut-être pour la rythmique, des choses comme ça. Faut penser que tous ces contes aussi, ils étaient faits pour être déclamés ou chantés, donc ils étaient en vers. Et il y a des effets de répétition qui étaient importants pour la mémorisation des personnes qui devaient les chanter ou les déclamer. Donc ça revient aussi. C'est un truc d'ailleurs, les répétitions. Il y a dans les géants sans cœur, il y a l'histoire du cœur qui est dans un œuf, qui est dans un canard, qui est dans un puits, qui est dans je sais plus, dans une Ouais. chapelle, qui est sur une montagne, etc. Ces jeux-là, c'est très typique des traditions orales et c'est super rigolo. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Là, le coup du c'est un sac, rien qu'un sac, ces choses comme ça, tu sais tout de suite que t'es dans un truc de tradition orale quand t'entends ce genre de choses, quoi. C'est très, très sympa. Je cherche la phrase, désolé, qu'on utilise dans l'Iliade et l'Odyssée, lorsque l'aube aux doigts rosés, je sais plus. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de répétitions qui permettent aux personnes de se souvenir. Sur l'esthétique globale des trois épisodes, il y a un truc que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est alors il y a deux choses, mais il y a ce qui revient souvent, c'est les jeux de silhouettes où tu vois les personnages en contre-jour, avec notamment dans le premier, dans le Géant sans cœur, il y a par exemple quand il chevauche le loup, la première fois toutes les fois où il le chevauche d'ailleurs, je crois, on le voit on voit que sa silhouette parce que c'est à contre-jour et on voit le paysage qui défile derrière. Ou quand le géant s'échappe aussi, il y a des jeux de contre-jour comme ça. Et ça y est, dans tous les épisodes, alors j'ai pas retenu tous les moments où ça apparaît, mais je trouve ça super joli. Alors pour eux, je pense que ça devait être pratique en termes d'effets spéciaux, ça devait, je sais pas, leur permettre de faire des trucs peut-être avec des cartons à la place des personnages ou j'en sais rien, mais ça leur facilitait peut-être la vie. Mais en tout cas, ça donne des trucs super jolis. Et de manière générale, la photographie est magnifique. Il y a plein de scènes. Moi, j'aimerais beaucoup les avoir, ceux-là, remasterisés en HD. Je sais pas, ça se trouve, ça existe, hein. Parce qu'il y a plein de moments, plein d'images dans la série, qui feraient des super fonds d'écran, en fait. Il y Hmm. a des plans, qui bougent que très légèrement, ou même des plans fixes, à des moments qui sont insérés, dans l'histoire, quand ils arrivent dans un nouveau lieu, ou quand il se passe un truc particulier, qui sont super bien composés, quoi, et qui sont vraiment très beaux. Je crois que c'est je sais plus si c'est dans La mort emprisonnée ou si c'est dans le précédent avec la quête de la peur là. Mais à un moment donné, ils arrivent sur un château. Il y a plein de crânes qui sont amoncelés dans les douves du château. Et il y a le personnage qui arrive qui est sur un pont qui est au-dessus. Et cette image est superbe, elle est super bien composée. Bon, faut aimer les trucs un peu morbides, hein, mais elle est vraiment super bien composée. La profondeur est super bien gérée. Il y a une espèce de perspective
qui est vraiment, cette image est super belle. Mais bon, bah c'est qualité DVD, donc tu peux pas en faire grand-chose. Mais quand Ah oui, d'ailleurs, au visionnage, c'est super agréable, c'est très beau. sur le vidéoprojecteur, c'était horrible. Vraiment pas beau. Enfin, Ah oui, j'imagine. la qualité de l'image. Après, tu captes l'esthétisme et tu vois que c'est très beau, mais la qualité est vraiment pas. Ouais, ouais, c'est euh, vrai que ça pique. Ouais, la qualité d'enregistrement, de capture, je sais pas comment dire. ouais, Ça ouais. faisait très bizarre. Donc je pense sur un petit écran. Bah après, de toute façon, c'était tourné pour être sur des écrans cathodiques classiques, donc voilà. C'est toujours la même rengaine. Ouais. Mais comme tu dis, il y a des moments, des instants très marquants, très beaux, de lyrique. Voilà, je cherche. Ouais. Est-ce que tu parlais avant l'enregistrement que tu étais sur la page Wikipédia. Est-ce que tu as vu qu'il y avait eu un spin-off de cette série? Bah, je l'ai découvert en arrivant dessus là ce soir. Là, je savais pas du tout. Voilà, c'est assez incroyable. J'ai oublié de noter le nom. Je sais pas si tu l'as noté, toi. C'est les légendes grecques. En anglais, c'est The Storyteller Greek Myth. Ouais. Alors qui n'a Voilà. jamais été diffusé en France, mais qui est édité en DVD 2 et 3. Zone 2 et 3. Et dedans, on Alors y parle. après, Pardon. là sur le coup là, comme ça, en regardant, ça m'attire pas plus que ça. Parce que bon bah c'est des contes beaucoup plus connus quoi. Enfin c'est des légendes beaucoup plus connues quoi, de mythologie grecque. Ouais, Je veux mais dire Thésée et le Minotaure, Persée et la Gorgone. Enfin tous ces trucs là, c'est. Alors si c'est dans le même style, ça peut être sympa quand même, hein, mais voilà, c'est ça c'est l'idée. vrai C'est que sur le que coup, ça m'attire pas plus que ça. moi, c'est surtout la forme, comment est-ce qu'ils vont porter ça à l'écran qui Ouais. m'intéresse. Donc j'essaierai, mais bon, apparemment, ça va être très compliqué à retrouver. Mais bon, on verra. Euh, ouais, voilà. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur cette série? Ben non, j'essayais de réfléchir à si j'avais des trucs à dire sur le dernier, parce qu'il c'est vrai qu'il est très riche, mais en même temps, je sais pas, ouais, y a pas trop de réflexion C'est à dessus, voir, quoi. hein. Ne serait-ce Il est que juste très cet sympa, il y a beaucoup épisode-là. de péripéties, c'est voilà. C'est- C'est très agréable à suivre, je trouve. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une succession de tableaux. Je viens d'y réfléchir, mais en fait, oui, il n'y a pas de mouvement de caméra. En fait, c'est des successions de tableaux avec des personnages qui rentrent ou qui sont filmés de face, machin. C'est vrai que il pose la Ah ouais, j'avais caméra, pas fait attention, ça, c'est que des plans fixes. il me semble. Dans la première histoire avec le géant sans cœur, on a un dézoom à un moment avec Léo qui est assis à la fenêtre et qui voit ses frères partir. Ça zoome, ça dézoome sur lui et sur eux. Mais champ contre champ, bon voilà. Mais il n'y a pas de mouvement de caméra, je crois. À confirmer. Nous confirmerons cela lors de la deuxième émission sur les 3 épisodes suivants. Cet Ça enchaînement de marche. fous. J'ai pas noté les noms, mais j'ai très hâte. Alors, je me souviens que dans Plus ou moins Geek, ils avaient dit que le dernier épisode de la série, celui avec le petit hérisson, était l'épisode à voir absolument. Et je ne m'en souviens pas du tout. Moi non plus. Voilà, donc j'ai très hâte d'être au dernier épisode, mais d'ici là, je sais que j'en ai 3 autres à voir, mais que j'ai. Enfin, voilà, je suis très heureux de savoir que je dois encore continuer de voir ces trucs. Et je sais pas si c'est pareil pour toi, moi j'ai grave Ouais, kiffé. ouais, non, c'est une ambiance dans laquelle j'aime bien me plonger. Moi, j'ai une bande dessinée qui s'appelle Les Contes du Corrigan, qui est pas une version bande dessinée de légendes bretonnes. Donc il y en a plein, il y a plein de légendes bretonnes en version bande dessinée comme ça. Mhm. Les dessins sont très beaux d'ailleurs. Et pareil, j'aime bien lire ça. Voilà, c'est pareil, des vieilles histoires qui se passent comme ça. Je trouve ça cool que ça perdure encore aujourd'hui en fait. Même si c'est souvent assez naïf, etc. J'aime bien. Voilà, c'est aussi, ça fait partie des sources d'inspiration Et, de beaucoup de choses qui sont encore maintenant. Donc
c'est sympa à voir et à connaître. Moi, ce qui me fait du bien dans ce genre de choses, c'est qu'on sort un peu du mythe judéo-chrétien et du monomythe du héros, machin. Ça nous apprend d'autres histoires, d'autres façons de raconter des choses, d'autres thèmes également. C'est vrai que c'est des structures narratives auxquelles on est moins habitué. Ouais. Encore que le deuxième, même si c'est un peu souvent les mêmes, hein, mais bon. Ouais. Ah oui, la quête de la peur, c'est totalement le monomythe. Mais la mort emprisonnée, beaucoup moins ça. Enfin bref, c'est... Ouais. Ben écoute, je pense qu'on arrive à la conclusion de cette première émission en 3 parties. Si ça te fait plaisir de continuer avec moi. Peut-être qu'à l'avenir, Pauline se rejoindra à nous. Elle avait prévu de venir, mais finalement, elle n'a pas pu. Pardon. On verra pour les suivantes. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on vous a donné envie de vous intéresser à Monstres et Merveilles, qui est une série qu'elle est super cool. Voilà. Mais pour tout ce qui était légalité, regardez sur les sites genre Fnac, Amazon, demandez à votre revendeur de Leclerc Cultura. Peut-être qu'il aura un piston pour le retrouver, mais apparemment c'est assez compliqué. Bien. Il ne me reste plus qu'à conclure cette émission. Si elle vous a plu, n'oubliez pas ce que je dis depuis quelque temps. Parlez-en autour de vous, par exemple à la pause café au boulot. Dites à vos collègues, je connais des personnes là sur internet qui font des trucs un peu rigolos. Ça s'appelle Pour une poignée de review. Ils parlent de films, de séries, de bandes dessinées. Ils parlent beaucoup de Star Trek. Beaucoup de Star Trek. Et ils ont un super Discord dont vous pouvez retrouver le lien dans la description de cet épisode pour venir papoter avec nous en live, comme l'a fait ce soir XP, qui nous dit que c'était chouette. Merci Dragor pour cette émission. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne soirée à vous toutes et tous. Au revoir. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.